je passe directement à M. Abdelwahid Idrissi, enseignant-chercheur à l'INO Rabat. Le titre de son intervention, l'enjeu de l'équité sous l'emprise de la gouvernance et de la planification territoriale. À vous la parole, professeur. Merci infiniment. Shukran jazilan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. أشكر القائمين على هذا المحفل العلمي الجميل يوم علم وجمال مع الأستاذ جمال. أشكر كل من حضر وحاضر وحضر. Je partage avec vous quelques éléments de réflexion sur l'enjeu de l'équité sous l'emprise cette fois-ci de la gouvernance territoriale et particulièrement de la planification territoriale. À travers deux éléments majeurs, un focus sur la gouvernance territoriale, les strates de prise de décision à l'échelle de la gouvernance institutionnelle, les mécanismes de prise de décision, les logiques de prise de décision, avant de passer à l'équité sur l'emprise de la planification territoriale, c'est-à-dire un projet de territoire de projet, je parle plutôt d'un projet de territoire à construire, à concevoir, à produire. Quels sont les fondements, quelles sont les logiques, quels sont les courants de pensée qui sont derrière et quelles sont les méthodes de construction de ce territoire avant de s'arrêter sur l'équité et la crise et la portée de la planification territoriale. S'agissant des premiers éléments, sans tarder, ce qu'on a parlé ce matin de la gouvernance, de ces problèmes, de ces chevauchements, de ces tergiversations sur le plan institutionnel, les logiques d'acteurs, les contradictions dans tous les sens, même dans les échelles de la décentralisation territoriale, également entre le centralisme de l'État et la décentralisation à la fois territoriale et par service. Je dirais que la gouvernance, c'est une démarche, une culture, un processus, un état d'esprit, plutôt que le texte juridique. On est d'accord, on a bien souligné que nous avons un dispositif juridique, mais malheureusement, même si on se met d'accord sur ce schéma comme étant plus ou moins valable, voire même idyllique dans certaines mesures, on pourra dire parallèlement que sur le côté pratique et sur le côté management public, il y a beaucoup de complexité et de déficience dans ce sens. Sans tarder sur le rôle des strates de prise de décision, il y a une architecture, il y a une configuration. Cette configuration suppose dans l'absolu que chaque élément, chaque strate institutionnelle a des compétences qui sont très bien définies sur le plan juridique. Mais malheureusement, cette configuration n'est pas suffisamment claire lorsqu'on essaye de définir les grandes options, par exemple, d'aménagement sur une ville. Donc, qui va décider sur le premier lieu? Est-ce que, par exemple, telle ou telle installation relève de la planification stratégique et du coup, c'est la compétence de la région, parce que la région, c'est le développement régional, sous l'impulsion de son président, la prééminence, c'est les autres collectivités, ou encore, ça, c'est l'équipement, c'est la proximité, donc c'est la commune. Et je vous demande de bien vouloir lire ce qui a été derrière les concertations lorsqu'on était en train, dans le Conseil économique, social et environnemental, on est en train de réfléchir sur la transition vers du ville durable et les chevauchements, les cloisonnements dans tous les sens dans ces strates. Également, les limites des outils de régulation de l'action collective. On parlait des COPAT, le cadre d'orientation de la politique publique de l'aménagement territoire, les SRAT, les documents d'urbanisme, les PDR, les PDPP, les PAC, et ainsi de suite. Mais s'agissant de ces mécanismes de prise de décision, par exemple le COPAT, on va chercher à fouiller là-dedans. Il y a le document, il y a un cadre d'orientation de la politique publique normalement établi par le département ministériel de l'aménagement territoire comme étant un cadrage de cette planification stratégique majeure, mais en l'absence de repères stratégiques,
ça pourrait s'apparenter à un document, je dirais, très léger en termes de définition des spécificités, des priorités. Dans quel COPAT, par exemple, on pourra définir les fonctions stratégiques et les fonctions de développement de Chichaoua dans le cadre des COPAT de la région de Marrakech-Safi ou de Tlatsidi Ben Nour dans la région de Casablanca-Stat et ainsi de suite. Donc, il y a le document, mais derrière le document, quelles sont les logiques qui sous-tendent la réalisation de ce document, le contenu de ce document, il y a des appréciations à faire pour dire qu'il y a des nœuds à repenser davantage pour asseoir une sorte de cadrage intelligible et corrigible en matière de planification territoriale. Également, lorsqu'on s'arrête sur la procédure d'élaboration du SRAT, le SRAT, ça c'est la région. Oui, et vous connaissez tous que normalement le Wali, l'institution du Wali, l'institution des gouverneurs, il est là pour assister la région dans la mise en œuvre du SRAT, par exemple. Mais attention, il y a un cadre de réflexion et de proposition qui est présidé par le Wali, qui a été instauré par le décret d'élaboration du SRAT. Donc, qui guide, qui a le pouvoir de décision, le pouvoir décisionnaire qui est très fort? Est-ce que c'est le Wali ou est-ce que c'est le président de la région? L'action, je dirais que l'action sur les territoires, malheureusement, s'engage sur beaucoup d'incertitudes. Ça dépend largement des circonstances, ça dépend des poids d'acteurs. Et malheureusement, nous avons beaucoup de gâchis. Par exemple, la concertation au vu des circonstances locales et des charismes des personnes publiques. La démocratie également participative. Oui, c'est vrai, un atout majeur sur le plan constitutionnel comme sur le plan juridique pur et dur dans les lois organiques. Mais ces acteurs qui pourraient être faibles ou même absents, puisqu'on n'a pas cette culture de plaidoyer sur des questions de développement stratégique de la région, de la ville. Ce qu'on pourrait trouver, par exemple, dans le registre des oppositions d'un plan d'aménagement, une association, un tissu associatif qui milite, par exemple, en faveur d'un parti d'aménagement, des choix stratégiques de telle ou telle ville ou de telle région. On est plutôt dans des questions sectorielles, sectaires parfois, loin de cette participation effective et cette logique et ces enjeux de la démocratie participative. Lorsqu'on se pose des questions sur comment peut-on réaliser un document de l'aménagement territoire ou un document d'urbanisme, on pourra dire que nous avons besoin d'un certain nombre d'ingrédients forts. Le projet politique. On ne peut pas faire un SRAT, ni un plan d'aménagement, ni un SDO, sans qu'il y ait un projet politique de développement. Et ce projet politique de développement, normalement, doit être porteur d'un projet de développement. Et le document, quant au document, il doit normalement traduire ses contenus, ses options en choix urbanistiques ou en choix d'aménagement dans le cadre des documents, des outils de planification. Mais de par le manque de repères stratégiques et de par le manque de vision, même dans les schémas nationaux qui sont dédiés à cette réflexion pour choisir les choix majeurs, les fonctions majeures des villes et des régions. Je fais allusion au SNO, qui est le schéma national de l'armature urbaine. On pourra trouver, par exemple, qu'une ville comme Khmisset ou une ville comme Youssoufia, c'est une ville d'appui pour une autre ville à 80 km de la métropole régionale ou des chefs-lieux de la province. On est dans des schémas loin basés sur des logiques certaines. Je ne sais pas, c'est pour minimiser, pour dénigrer l'action publique dans ce sens. Mais je dirais que nous avons besoin d'indicateurs, nous avons besoin
d'éléments mesurables, intelligibles, corrigibles, palpables, pour objectiver déjà le débat et objectiver les outputs et les orientations qui pourraient découler de ces documents. À défaut de visibilité pareille, l'acte de planification se réduit à des compromis, à des tractations, malheureusement. Le plan, normalement, qui est présumé un travail intellectuel qui s'insère, qui s'enroule dans un dispositif à la fois juridique, normatif, stratégique, territorial, et se réduit à un schéma ou à un plan de zonage, même lorsqu'on fait une appréciation sur les méthodes de planification urbaine, les méthodes de planification stratégique. Je parle des méthodes de la planification stratégique comme la méthode fonctionnaliste, la méthode culturaliste, la méthode hypertexte. Il y a énormément de méthodes. On est dans quelle méthode? On est dans la simplicité, c'est-à-dire faire un zonage et faire des parallèles et faire des voies, un schéma peut-être esthétisant. Je dirais que nous manquons de normes. Comme qu'on est déjà que nous n'avons pas de normes pour planifier la ville. Aucune norme juridique ne permet de dimensionner une voie d'aménagement structurante au sein de la ville de Khmisset ou la ville de Bengrir. Aucune. Aucune norme juridique opposable, je dirais opposable. Oui, nous avons une grille normative, un référentiel sous forme de circulaire ministériel. Mais nous n'avons pas de principe juridique très fort qui pourrait imposer, par exemple, un ratio de biotopes d'espace vert dans une région donnée. C'est pour assurer cette rationalité et cette logique de planification urbaine et marquer l'équité recherchée, requise, puisqu'on est dans une quête de réduction des inégalités, ça et là. Donc on doit réduire selon des normes, sans pour autant être normativiste ou techniciste. On ne peut pas tout techniciser. On peut se mettre d'accord. Mais on a besoin quand même de garde-fous, de logique, à l'instar des législations similaires, la législation anglaise ou la législation française ou la législation espagnole. Il y a des normes qui permettent d'équilibrer la répartition des équipements, les installations, l'accès aux services publics et ainsi de suite. Donc, parfois, on se trouve dans des rituels de commission, de réunion et de PV. Et notre camarade là de l'agence urbaine, il pourrait partager parfois, on est dans une commission qu'il faut qu'elle soit présidée par exemple par le gouverneur. Sans qu'il soit effectivement le président, mais il faut que le PV soit signé sous la présidence des gouverneurs. Et on cherche parfois à avoir le PV, à avoir la commission, plutôt que le contenu qui est très fort, par exemple, à l'occasion d'un CTL, des commissions techniques locales pour l'élaboration d'un plan d'aménagement. Donc, il y a des déficiences normatives qui sont claires. Si on fait la comparaison par des documents, par exemple de France, de l'Espagne ou de la Turquie, ces documents-là, ils sont joints, précédés déjà par une étude d'impact environnemental, une étude d'impact énergétique, et après également, lorsqu'on ouvre une zone à l'urbanisation, cette zone à l'urbanisation, il faut qu'il fasse une étude d'impact énergétique et d'environnement. Alors qu'on pourrait se permettre les chevauchements entre l'urbanisation, l'irrigation, l'agriculture, les questions sectorielles, sans avoir cette possibilité de mesurer l'impact énergétique, même si nous avons des règles juridiques qui incitent à de telles pratiques. Également, la crise est révélatrice des iniquités territoriales. On connaît les dernières conséquences des séismes, des inondations. Une problématique réelle
avec des limites, des mesures de prévention en la matière. Les plans, malheureusement, à l'échelle nationale, comme parfois à l'échelle des régions, ne manquent pas, mais l'approche globale qui n'éclipse pas, bien sûr, les spécificités, pour moi toujours, le technicien, l'urbaniste, le global, pour moi, c'est général, c'est intégré. C'est pas sectoriel, mais c'est pas forcément totalitaire. Donc je dois danser un petit peu. La dilution des responsabilités, et on a besoin de rehausser le knowledge management des risques et améliorer les perceptions en la matière pour développer une culture dans ce sens. Et on a besoin de faire une quête réelle sur les principes et les règles de la planification. Avec quels principes, avec quelles règles, avec quelles normes, avec quelle logique on doit faire un SRAT, on doit faire un PDP, on doit faire un plan d'aménagement un peu d'art. On pourra faire allusion à l'aménagement numérique comme élément qui pourrait caractériser des territoires soutenables. Et je dirais soutenable, on va chercher la soutenabilité à travers même un système normatif. Lorsqu'on fait le benchmark, il y a toujours une normalisation. ISO, par exemple, 37101, ISO dans la version ceci, cela. Il y a toujours des normes qui pourraient apprécier la soutenabilité, la durabilité de tel ou tel territoire pour mesurer effectivement les mesures sur le plan constitutionnel, sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan environnemental, sur le plan écologique, sur toutes les dimensions, puisqu'on est dans un domaine multiscalaire, multi-échelle, multi-acteur, et ainsi de suite. Alors, pour conclure, et rester dans les 15 minutes, les méthodes empruntées dans le domaine de la planification reflètent au moins une double crise. Une crise d'identité, une crise d'efficacité. Il faut repenser l'interface entre la pensée, les principes de planification, les normes juridiques, les standards techniques, le plan et l'action sur le territoire. Cette interface, ça permet de favoriser cette équité dont les vecteurs sont multiples. Je souligne la question des écosystèmes numériques comme vecteurs de l'équité territoriale. Également, l'investissement dans les plans de prévention et d'adaptation qui pourraient aider dans ce sens. Chaque territoire, normalement, doit établir un certain nombre d'instruments qui pourrait aider à avoir cette objectivation que nous cherchons dans les processus de planification, à savoir l'agenda 21, le plan d'énergie, le plan climat, les indices locaux, le SDAL, le schéma directeur d'aménagement lumière, énormément d'outils qui constituent aujourd'hui un gâchis en matière de gouvernance territoriale. Merci. Et je termine par dire oui, que la valeur d'usage et la valeur symbolique comptent dans la construction des territoires. المدينة ولا الحيز الترابي كيفما كان سيجتر تلك الصورة القاتمة ولو وقع عليه أو وقعت عليه بعض التحولات. اجترار الماضي عندما نتحدث عن حي مولاي رشيد أو عن مشروع الحسن الثاني في الدار البيضاء، وأنا واحد من أبناء هذه الأحياء، سيجتر دائما تلك الصورة النمطية، تلك la coloration sociale négative. Donc on a besoin de valeurs d'usage et de valeurs symboliques pour repositionner, pour inculquer notre image et intégrer à la ville dans une perspective d'équité. Ashkurukum.